Ce mot parlange d'abord est venu un peu grâce à des recherches sur la langue, et on a commencé à faire des recherches plus précises sur la langue quand on s'est aperçu que notre langue disparaissait en fait. Et que dans certains coins de France, entre autres, il y avait déjà des mouvements de recherche de la langue, mais jusqu'en 1975, d'une certaine façon, on utilisait la langue sur nos spectacles, on utilisait la musique, les chansons en langue régionale, mais pour nous, c'était un bien qu'on avait d'une manière naturelle. Et ce sont des amis, parce que je dis on, c'est un mouvement, c'est tout un mouvement, une union d'associations qui s'appelle l'Union pour la culture populaire en Poitou-Charentes, qui s'était montée en 68 et qui prenait conscience au fur et à mesure de l'avancement des spectacles, des rencontres, que notre langue aussi disparaissait. Et donc là, on a cherché, on a enquêté. On a fait des stages dans cette association, des stages d'enquête, des stages de rencontre avec les gens. Et les danses, la musique, c'était des choses qu'on avait déjà faites un petit peu. Alors que la langue, on ne s'était pas penché sur la conservation ou la rareté ou la langue en tant que patrimoine. On l'avait quoi. Mais bon, il a fallu prendre conscience, oui, effectivement, que ça se perdait. La télévision prenait le pas sur les activités. Et c'est à ce moment-là que, cherchant des textes anciens, qu'on a retrouvé le mot parlant, sur des textes de la Saintonge, entre autres, et puis utilisés aussi par des poètes français. Georges Sand, dans une de ses poésies, cite le parlange du pinson sur son, je ne me souviens plus exactement des termes, du pinson dont elle comprenait le langage, le parlange, et c'était bien étrange. Voilà, c'est aussi la manière de parler, l'accent, quelque chose comme ça. Et ce mot nous a sorti du mot patois, parce que patois, encore à l'époque, c'était langue rustre parlée par des gens sans culture. Et ça, évidemment, c'était pas du tout ce qu'on avait, ce qu'on pensait posséder. C'était vraiment tout autre chose, parce que quand on disait patois, c'était le patois pour faire rire à la fin des repas, c'était galvaudé, c'était pas du sérieux. Et ce qu'on avait à dire, nous, autant en poésie, en chanson même, on faisait des choix, ce qu'on avait à dire c'était pas tout à fait ce genre-là qu'on avait à dire avec cette langue. Donc il a bien fallu trouver un mot et parlange et rester maintenant dans notre langage habituel. Moi je crois petite l'avoir entendu aussi, mais j'en suis pas sûre, tout à fait. Il me semble que le mot par mon arrière-grand-père avait été utilisé, je ne sais pas à quelle occasion, parce que j'ai des souvenirs toutes petites de m'être mis en avance, mais toute petite, j'avais 3 ans et demi pour mes premiers souvenirs. J'étais montée sur la table et puis je chantais parce que on venait fêter, ma famille venait fêter la naissance de ma petite sœur, et puis moi personne ne s'occupait de moi. Puis comme j'étais toujours partout, j'ai commencé à chanter ou quelque chose comme ça, et une de mes tantes a dit mais elle est toujours grimpée, t'as où c'est la table, elle est là, elle est comme les poules. Et puis j'ai dit oui, puis il chante à tout. Donc ça a fait rire la famille et c'était sans doute mon premier spectacle. C'est-à-dire ce qui m'a un petit peu donné le goût de raconter les histoires. Alors là, j'avais mon content, moi, un arrière-grand-père et une grand-mère qui s'occupaient exclusivement de moi parce que mes frères et sœurs sont venus tout près, je suis l'aîné de 7. Il y avait quoi faire et ma grand-mère m'a appris, m'emmenait bien sûr dans les champs, aux champs avec les vaches, les chèvres, ce qu'on avait dans les années 40. Et j'ai appris la nature, les arbres, les plantes, leur utilité, tout ça avec elle. Et ça m'a rapproché de cette idée que ce mot patois ne pouvait pas convenir, puisque les gens qui sont à la campagne, ils ont autant de sensibilité, autant de savoir-faire, autant de poésie que les autres. Et là, ma grand-mère me le montrait.
Pendant la guerre, je suis allée avec elle lire la Bible avec les protestants parce qu'il n'y avait plus de pasteur. Et puis aussi bien, eh bien quand on rentrait, elle jouait de l'accordéon diatonique et c'était aussi la fête, elle m'apprenait à danser. Voilà les choses que j'ai pu retenir de ma grand-mère, à la fois la joie, le bonheur, et puis les choses sérieuses, la lecture tout de suite, qui prenait une valeur évidemment exceptionnelle. Quand l'UPCP, que j'ai cité, l'Union pour la culture populaire en Poitou-Charentes-Vendée, s'est constituée, parmi les associations, il y en avait qui s'occupaient plus particulièrement des langues, plus particulièrement des danses, plus particulièrement des musiques. Après, toute cette union a travaillé ensemble, c'est-à-dire qu'il y a eu des ateliers de musique, des ateliers de danse, des ateliers de langue. Et évidemment, je me suis retrouvée à faire surtout du travail de réflexion sur la langue, parce que cette langue me tenait à cœur. C'était celle de ma grand-mère, en fait, c'est ça, c'est très lié. Maintenant que j'ai fait des cours de langue régionale, je retrouve chez les gens qui viennent au cours ce besoin d'exprimer ce que la grand-mère ou le grand-père ou la personne qui est un peu référence de la petite enfance, c'est-à-dire au moment de l'apprentissage du langage, ce qu'ils retrouvent comme goût à l'oreille. Je m'exprime certainement mal, mais ça se comprend. C'est cette espèce de goût, non pas du passé, mais de la musique. De la musique, et c'est viscéral. C'est-à-dire que j'ai des exemples, par exemple, de grands malades qui sortent du coma quand on parle leur langue natale, c'est-à-dire le parlange, à côté d'eux, au bout de 18 mois. J'ai un ami, son épouse m'a raconté, il est sorti de son coma au bout de 18 mois, un accident, quand sa sœur et sa mère se sont mises à parler le parlange à côté, et à parler de leurs affaires de tous les jours. C'est étonnant. C'est étonnant. Après, j'ai d'autres cas médicaux, mais retrouver par exemple des gens, même en dehors de la région, qui prennent conscience de la musicalité, de l'accent, de la concordance, je vais dire, de la parole avec l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'unité entre le paysage, qui a été fait par les hommes aussi, en partie, et l'accent qu'on prononce dans une région. Ça, c'est un petit peu quelque chose qui m'étonne, mais que je découvre tous les jours. Un arbre n'a pas la même forme suivant comment on lui parle. Voilà, c'est un oiseau pareil. Je parle aux grives musiciennes, j'ai une certaine façon de les faire chanter. Voilà. Moi, je ne sais pas, et je ne leur parle pas en français, je leur parle bien sûr en parlange. Alors, bon, parmi les choses que j'ai pu faire et qui vont toutes dans le même sens, c'est que cette langue, comme tout patrimoine immatériel, que cette langue soit pas seulement conservée pour un musée, c'est pour que des gens dans l'avenir retrouvent le goût et la saveur de les dire, de les comprendre, la civilisation qui est issue de ce pays. Les gens le sentent parce que dans notre région, on a beaucoup de jeunes, même maintenant, qui ne veulent pas partir ailleurs que chez eux, que dans cette région, qui refusent des postes aujourd'hui. La flexibilité, c'est bien gentil, mais je crois que beaucoup de gens sont beaucoup plus attachés, mais ils ne savent pas le dire. Pourquoi ? Ils ne savent pas le dire. Pourquoi ? Moi, quand je vais dans un public, tout public, et que je raconte mes contes, je vois à quel point les gens s'accrochent justement aux mots, aux expressions. Leurs yeux changent complètement. Et un monsieur très bien habillé, costume et tout, passe devant moi un jour, il écoute, et puis, je sais pas, sur l'écran, il y avait l'histoire du garouille. Un garouille, c'est pour le maïs, ou plutôt, il était montré un champ de maïs, et il dit « Oh, le beau garouille, oh, le bégarouille ». Il n'y a pas 30 ans, ils connaissent le mot
spécifique et puis il le prononce vraiment comme un paysan, quoi, et c'est ça aujourd'hui. Ce monsieur va me répondre qu'il ne parle pas le patois, comme il dit. Et ce bruit du marais Poitevin, là aussi, et quand quelqu'un vous parle français dans le marais Poitevin, un français châtié, ça y est, c'est un marais. C'est un marais, mais si on vous parle, si on vous dit des mots, comment les prononcer. Là, au fond, là, on avait plein de morettes. Des mogettes, des morettes. Ah, vous savez ce que c'est, des haricots de planter, parce que dans le marais, il y avait énormément il y a encore des champs entiers de haricots semés, de haricots blancs. Et c'est tout à fait ce qui correspond. Et si on dit il y avait des haricots blancs, ben ça y est, c'est perdu. Il n'y a plus la même chanson.